Les deux côtés de la médaille. Un balado sportif avec Laurent Dubreuil et Marc Durand. Laurent Dubreuil, lorsque tu lis le nom de Catherine Savard, qu'est-ce qui te vient immédiatement en tête? Ben, Catherine, c'est une grande nageuse. On a à peu près le même âge, donc nos carrières ont été simultanées. Puis elle a gagné fait plein de bons résultats. Elle s'est illustrée sur la scène mondiale depuis très longtemps pour l'équipe canadienne. Puis également, pas juste une nageuse, là, on va en parler tantôt, mais des intérêts variés en dehors du sport. Puis je trouve ça intéressant des athlètes qui ne sont pas que des athlètes aussi. Effectivement. Puis si je peux résumer en quelques chiffres, elle a participé à une douzaine de grands événements. Là, si j'inclus entre autres les Jeux universitaires, les Jeux olympiques, Championnat du monde, Jeux du Commonwealth, Championnat pan-pacifique, Jeux panaméricains, des médailles dans toutes les épreuves. Aux Jeux olympiques à Rio en 2016. J'étais là aux Jeux du Commonwealth en 2014 pour sa médaille d'or aux 100 mètres papillon. C'était un moment inoubliable. Bref, on a la chance, le privilège de parler dans les prochaines secondes à Catherine Savard. Un mot sur notre partenaire principal, Chrono Aviation, spécialisé dans le nolisement d'avions, incarne la performance inégalée et le dépassement de soi pour ses clients. Rêver grand et viser haut, c'est ce qu'ont fait Vincent et Danny Gagnon en 2012 en démarrant leur entreprise avec un seul avion à Québec. Aujourd'hui, de Québec à Saint-Hubert, 300 employés opèrent une quinzaine d'appareils dont le tout dernier peut transporter plus de 180 passagers. Mais au-delà des chiffres, Chrono Aviation, c'est une histoire de passion, de dévouement et de persévérance. Comme quoi, la rigueur, en affaires comme dans le sport, c'est gagnant. D'ailleurs, plusieurs équipes sportives choisissent de voler sur ses ailes pour sa sécurité, son confort et sa flexibilité. Mais surtout parce que chez Chrono Aviation, sky is not the limit. Catherine Savard, bonjour. Bonjour, ça va bien? Ah, nous, ça va bien. Laurent aussi, je pense qu'il va avoir la même réponse que moi. Oui, ça va bien, moi aussi, merci. C'est bon. Il arrive de l'entraînement. Moi, je me suis préparé avec quelques questions. Laurent également. Catherine, c'est un privilège de te recevoir, honnêtement, pour ce balado. On commence, on n'a pas autant de clics que certains autres balados, mais honnêtement, on a des invités de prestige et t'en fais partie. Alors, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci de me recevoir. C'est la moindre des choses. Écoute, Catherine, je ne sais pas si tu suis les Jeux olympiques. Là, on fait l'enregistrement le 5 août. Donc, les épreuves de natation viennent tout juste de se terminer au niveau de la piscine. Il reste, je pense, l'eau libre. Là. Mais Catherine, je te pose la question carrément. As-tu regardé les Jeux un peu? Oui, j'ai regardé. Il y en a beaucoup qui m'ont demandé la question. Étant donné les dernières circonstances, est-ce que c'était difficile de regarder? Mais honnêtement, j'aime trop le sport, j'aime trop la natation. J'ai regardé, j'ai regardé à tous les jours. D'un côté, j'étais tellement fière des performances de mes coéquipières. Puis d'un autre côté, j'étais tellement fière du Canada parce qu'on s'illustre dans tous les sports. Donc, j'ai pas eu le choix de regarder. Ça me fait vraiment plaisir. Puis je continue. Il reste encore une bonne semaine de tous les sports. Donc, j'adore trop le sport pour m'empêcher de regarder parce que j'ai eu des émotions ou quoi que ce soit. Là. J'imagine que c'est la même chose pour toi, Laurent, lorsque tu as raté les Jeux de... C'est 2016? Sochi 2014. Oui, exact. Moi aussi, j'avais tout regardé, puis ça avait fait mal. On était à un point complètement différent dans nos carrières. Moi, ça allait être mes premiers Jeux. Catherine, toi, c'était pas tes premiers. Ça n'aurait pas été tes premiers, mais moi aussi, j'aime trop mon sport. Je veux dire, j'aurais pas pu imaginer ne pas voir les meilleurs au monde aux Olympiques. Tu sais, je les regardais quand j'étais jeune, les Jeux. C'est comme, t'es un fan une fois de plus que t'aurais aimé mieux être sur la ligne, mais je trouve que c'est plus sain aussi comme réaction. Des fois, tu sais, j'en ai vu des athlètes rater les Olympiques dans mon sport puis refuser de regarder les compétitions par la suite. Mais je trouve ça malsain. Tu sais, t'es mieux de... Je sais pas. D'affronter ça à la limite, c'est ça. Ben oui, exact. Sinon, tu restes négatif longtemps. Là. Tu sais, au final, à un moment donné, c'est pas classé. Il y a pire que ça dans la vie. Puis tu peux quand même regarder. Puis en plus, tu as des coéquipiers sur la ligne. Là, tu sais, je veux dire, tu as du monde que tu connais. Là. C'est pas... On est dans des sports qu'on est bon, là, je veux dire, en natation, en patin, fait qu'on connaît les gens sur la ligne. Moi, j'aurais pas pu imaginer ne pas... Tu sais, les dernières fois, je ne m'étais pas classé au jeu. Monsef, mon coéquipier, à qui je m'entraînais depuis des années, mon co-chambreur en Coupe du Monde, il s'est classé. J'avais envie de voir Monsef sur la ligne, là, tu sais, je veux dire, c'est mon ami, là. Mais étonnamment, la majorité des personnes à qui je parle, ils me disent vraiment le contraire, là, que soit eux, ils ne le regarderaient pas. Ou... En fait, c'est vraiment la première question qu'on me pose. Ça doit être dur de regarder, tu ne dois pas regarder ça pantoute, mais finalement,
je suis comme, non, en fait, ça change rien au résultat que je suis quand même pas là, mais que je peux quand même être fière de mes amis, puis être fière de mon pays, puis j'adore trop la natation pour ça. Peut-être qu'on veut juste être fin avec toi, puis on veut comme prendre dans nos bras puis dire comment ça va. C'est une façon de dire comment ça va. Peut-être. Je sais pas, peut-être. Mais non, en fin de compte, je vous le dis, Ouais. je suis quand même plus zen aussi que je l'étais dans les derniers mois. Là, donc, Oui, ça fait déjà un petit peu de temps. Alors, c'est ça, tu tentais de te qualifier pour tes 4e Jeux. Tu es allé 3 fois jusqu'à maintenant. Tu aurais été la première Canadienne. Là, tu as vu les athlètes à ces Jeux-là. Qu'est-ce qui t'a fait vibrer? Là? Nous, on est des amateurs, on regarde ça, puis il y a des choses qui nous font vibrer. Mais toi, c'est quoi qui t'a fait vraiment vibrer en natation ou dans d'autres sports, peut-être? Ben, moi, j'étais juste vraiment excitée de voir les performances d'un peu tout le monde. Il y a eu les performances de Summer qui ont été exceptionnelles, mais je pense que l'équipe canadienne en tant que telle ont été incroyables. On a eu des gars sur les podiums, les premiers gars depuis des années. On a eu des podiums doubles. Je pense que, parce que moi, dans ma carrière, j'ai jamais vu de podium double au Canada, donc c'est vraiment incroyable de voir ça. Puis si on sort du Canada, je veux dire, il y a eu des stars dans les autres pays, des performances incroyables. On a critiqué beaucoup les installations sportives les installations de la piscine à Paris. Donc, j'ai suivi ça quand même, là, tu sais, veux pas. Puis en fin de compte, c'est comme s'il y avait eu un petit switch à un moment donné, comme à mi-compétition, les performances sont revenues incroyables. Ils ont rajouté de l'eau. Ouais, c'est ça, je sais pas trop, là. Mais j'ai entendu dire des affaires comme quoi ils ont enlevé les systèmes, peut-être des caméras, puis tout ça, là, de certains systèmes dans le fond de l'eau qui faisaient peut-être une profondeur un peu plus différente. Mais encore là, je veux dire, premièrement, je n'y étais pas, donc j'ai pas tout vécu ça. Puis deuxièmement, je suis pas vraiment au courant de tout, là. Mais en effet, ça a été critiqué beaucoup. Oui, c'est vrai, ça. On a entendu parler. Puis effectivement, à la fin, il y avait des records qui s'installaient. Oui, c'est ça. Ben, tu sais, le principal, c'est vraiment, en fait, que je pense que si je ne me trompe pas, la piscine était de 2 mètres au lieu de 3 mètres. Ce qui fait quand même, tu sais, je veux dire, moins c'est creux, plus il y a la vague qui revient, tu sais, il y a différents facteurs, mais habituellement, dans les compétitions internationales, on voit plus 3 mètres. Donc, en effet, ça a pu faire une différence. J'imagine que oui. Laurent, tu ne te gênes pas? Non, ben moi, je voulais savoir, es-tu resté en contact pendant les Jeux avec certains de tes coéquipiers ou coéquipières des dernières saisons? Ben, moi, j'avais écrit là, avant la compétition à pas mal toutes mes amis proches que j'avais dans la natation, puis même dans d'autres sports, là, mais principalement en natation. Je leur avais juste envoyé un petit message de bonne chance. Puis, ben, il y en a qui m'ont répondu, il y en a qui sont pas sur les médias sociaux, vraiment, pas sur leur téléphone avant les Jeux, puis si je respecte ça, chacun fait ses choses, puis chacun respecte ses choses surtout, fait que, ouais. Je sais que tu es bien amie avec Marie-Sophie Harvey. 4e places, presque un record canadien. Ça n'a pas de bon sens. Si on inclut son parcours des Jeux, elle a fait 5 courses à vie aux Jeux, en incluant 2020. Les 5 sont 4e place. Fait que ça fait mal au cœur, là. Ça fait mal au cœur de voir ça. Puis, mais si on enlève les relais, dans sa performance individuelle, elle a eu une course incroyable. Je dis j'enlève les relais juste parce que les relais ne dépendent pas juste d'elle, là, évidemment. Contrairement à sa performance individuelle, elle a fait une course incroyable. Je veux dire, elle a fait un meilleur temps, elle a fait le record québécois. Je pense qu'elle est hyper fière de ça. Après ça, c'est quelques dixièmes, tu sais, quand on voit qu'on est si proche, je pense que ça donne juste de l'espoir pour le futur. Puis Marie, moi, je me suis entraînée avec elle pendant plusieurs années. Je l'ai vue évoluer, puis les quelques dixièmes qui lui manquent, moi, je suis certaine que dans les prochaines années, on va la voir sur les podiums internationaux. Là. J'imagine que tu as entendu l'entrevue qu'elle a donnée à la sortie de la piscine, justement, puis elle était tellement belle à voir. C'est comme si ce résultat-là lui avait donné confiance pour la suite, comme si elle n'avait pas confiance en elle. Je pense qu'elle s'est surpris elle-même d'être aussi près d'un podium. Mais oui, c'est incroyable comment une performance peut changer la confiance d'un athlète là, dans n'importe quel sport. Puis, tu sais, là, on parle aux Jeux olympiques, mais des fois, c'est des petites compétitions qui peuvent faire une petite différence puis changer notre mindset qu'on appelle, là, c'est fou. Puis, ben Marie, en fait, depuis un an, là, ses performances vont hyper bien. Donc, il est vraiment... c'est un nouveau souffle, là, qu'on dit. Donc, je pense que c'est un bel augure pour les prochaines années. C'est bon.
On va parler de toi un petit peu, puis on va passer sur ce sujet-là tout de suite. En mai dernier, tu as appris, en fait, tu n'étais pas qualifié pour ces 4e Jeux-là. Ça a été difficile. On a tous lu, sinon allez le voir, il est encore là. Sur ton texte que tu as écrit sur Facebook était extrêmement touchant. Je le mettrai à l'écran, tiens, pour ceux qui nous regardent en vidéo, là, où là, tu réponds carrément à des questions que les journalistes ou des gens te posaient ou te poseront dans les prochains jours. Puis il y a eu comme un shutdown, on n'a pas tellement entendu parler de toi. Qu'est-ce qui s'est passé dans les journées, les semaines qui ont suivi cette, disons, je pense que tu le considères, ben, tu dis que c'était pas un échec justement, mais cette finalité finalement. Ouais. Ça a été une année quand même assez difficile là, pour moi, côté mental. J'ai eu plusieurs difficultés de ce côté-là, je dirais. Quand je suis arrivée aux qualifications olympiques, j'étais pas nécessairement bien là, à 100%. J'étais peut-être pas moi-même dans mes meilleurs moments, disons. Donc, d'avoir raté la qualification, en fait, de ne pas m'être qualifiée, ça a été quand même comme un espèce un autre coup de couteau dans le cœur, mettons, là. Oui. Ça a été quand même assez difficile, mais sur le moment, j'ai l'impression que j'avais tellement une surcharge d'émotions puis de questions que moi-même je me posais, que c'était comme si quand les autres me le posaient, là, ça me faisait complètement... j'étais tellement mêlée à ce moment-là. Puis je savais tellement pas quoi répondre aux gens qui me demandaient ces questions-là. Puis c'est des questions que moi-même, là, en tant que personne, je me les demandais toutes, en fait. Tu sais, qu'est-ce que je vais faire après? Qu'est-ce que ma vie va être? Qu'est-ce que je suis en dehors de la natation? Tu sais, c'est tout un moment que quand tu es sur le moment, tu vois rien de ça. Puis à ce moment-là, je le voyais vraiment pas. Tu sais, je savais pas qu'est-ce que j'allais devenir. Je savais pas qui j'étais. J'avais l'impression que en quelque sorte, tu sais, ma vie, mon monde s'effondrait. Donc oui, j'avais fait une publication comme ça qui je pense que ça avait touché beaucoup de monde. J'ai été juste honnête envers les espèces d'émotions que j'avais parce que c'était vraiment vrai que j'avais aucune réponse à toutes ces questions-là que moi-même, tu sais, je me demandais. Donc, j'ai fait cette publication-là. Puis, c'est comme si ça m'avait un peu libérée d'avouer que j'étais complètement perdue, tu sais. Mais tu as le droit en plus d'être perdu. C'est normal. Tu sais, je veux dire, c'est un objectif de vie. Puis c'est aux 4 ans, les Olympiques. Tu as le droit d'avoir un vide. Tu as le droit d'avoir de l'incertitude quand ça ne fonctionne pas. Là. C'est normal de se sentir comme ça. Tu n'as pas besoin de tout savoir. Puis tu as le droit de te donner du temps aussi. Là. C'est bien correct. C'est tellement comme stressant de vivre tout ça à ce moment-là parce que quand tu les vis toutes, puis ta tête, elle part, puis elle est comme, mais qu'est-ce que je vais faire? Demain, ma vie va être quoi? Tu sais, ces questions-là, c'est angoissant. Là, je ressentais tellement de l'angoisse. J'avais vraiment l'impression que ma vie allait du jour au lendemain changer du tout au tout. Tu sais, que j'allais plus être la même personne. Puis c'est effrayant. Là. J'avais juste l'impression que je savais plus qu'est-ce que j'allais devenir. Puis finalement, sens-tu que ça a changé dans les derniers mois ou tu es la même personne que tu étais il y a 3-4 mois? Ben, ça a quand même changé, mais en fait, tu sais, si je vous fais une petite histoire, quand je suis revenue des qualifications, j'avais le cœur immense, là, j'avais tellement de peine. Puis, tu sais, je me suis assise avec mon entraîneur à Québec, puis je me suis, tu sais, on a comme discuté, puis on s'est comme dit que je méritais peut-être de finir ma carrière sur un sourire plutôt que d'une semaine de pleurs. Donc, j'avais pris la décision de m'entraîner jusqu'aux championnats canadiens qui ont eu lieu la semaine dernière. Oui. Donc, mais en réduisant, tu sais, vraiment, je m'entraînais seulement une fois par jour. Donc, j'avais diminué mon entraînement, mais ça m'a fait du bien, en fait, de m'entraîner quand même une fois par jour, parce que de plus savoir, tu sais, de passer de 5 heures de natation par jour à 0, c'était comme un choc assez drastique. Donc, ça m'a fait du bien de quand même garder un peu... Puis, tu sais, veux pas, ma vie sociale était quand même autour de la natation parce que
j'avais jamais vraiment le temps de faire autre chose. Fait que, tu sais, j'avais pas développé de vie sociale vraiment en dehors. Fait que c'est sûr que ça m'a gardé un peu aussi. Donc voilà, je me suis quand même entraînée un peu. Donc je pense que ça m'a permis de faire plus tranquillement le deuil de ne pas être au jeu. Puis en fin de compte, tu sais, c'est ça aussi que je me disais, c'est que la semaine avant la qualif olympique, j'adorais mon sport, tu sais. Fait que c'est pas parce que je me qualifie pas que j'aime plus mon sport. C'est ça aussi que je trouvais difficile parce que, tu sais, il y a eu une année où j'aimais plus le sport. J'avais pris la décision moi-même de me retirer puis d'aller vivre autre chose. Mais là, c'est comme si c'était pas ma décision d'arrêter là, après la qualif olympique. C'est comme si la vie me l'imposait en quelque sorte. Puis j'avais pas envie de le vivre de cette façon-là. Fait que ça m'a fait quand même du bien de m'entraîner encore. Finalement, ben, tu sais, côté physique, j'ai été très malade aussi pendant le printemps. Tu sais, j'ai eu en fait, mes résultats, quand on est revenu des essais, on a fait des prises, parce que j'ai été très malade, puis ça se guérissait pas. Ah oui, OK. Ben, j'ai eu bronchite, j'ai eu la streptocoque, j'ai eu plein de choses, puis ça se réglait pas. Puis on a été faire les tests, on a fait des tests plus poussés après, puis mes résultats sont revenus positifs à la mono. Fait que probablement que j'avais la mono depuis un bout de temps. Mon Dieu. Aux essais olympiques, probablement que j'avais la mono, en fait, là. Fait que, tu sais, ça a été quand même tout difficile. Mais bref, la semaine dernière, il y avait les championnats canadiens. Puis je me suis présentée à Toronto. J'étais beaucoup plus zen. Côté santé, ça allait enfin mieux. Puis écoute, j'ai fait des résultats qui étaient sensiblement les mêmes qu'au qualif olympique en m'étant entraînée beaucoup moins. Puis j'avais juste moins de pression. J'étais plus paisible, en fait, avec moi-même. Puis j'étais quand même heureuse d'être là, tu sais. Fait c'est ça, dans les dernières semaines. Là, après ça, ben là, ça, c'était la semaine passée, donc... Ben, c'est ça. Puis honnêtement, je veux prendre quelques secondes parce que moi, j'ai été le premier surpris à voir que tu avais participé au championnat canadien en plein Jeux olympiques. Il y a des championnats canadiens en natation, donc les athlètes qui ne sont pas aux Jeux sont là. Et tu participes à Toronto. Tu as dû t'entraîner un peu en solitaire, un peu ou avec d'autres nageurs, évidemment, du club, peut-être Excellence Québec, je ne me rappelle pas du nom. Le club de natation Québec. Je me suis entraînée avec le même groupe qui... Oui, dans le fond. Sarah Fournier et tout le groupe, c'est ça. Ouais, puis les athlètes paralympiques. Paralympiques aussi qui vont au jeu le mois prochain. Là. Ouais. C'était loin des médias, tout ça. Là. Les horizons étaient dirigés vers Paris. Tu n'en as pas parlé. Là, tu as de voir avec des médailles. Parler, parce que j'avais l'impression que j'avais pas envie de devoir des choses non plus à personne. Fait que je me suis vraiment dit, j'ai pris cette décision-là pour moi-même. J'avais pas envie d'avoir le regard sur moi. J'avais pas envie d'avoir de l'attention. Tu sais, j'avais besoin d'être un peu retirée. Puis, en fin de compte, c'est ça. En fin de compte, j'ai juste du plaisir à le faire dans le processus. Puis, j'étais paisible comme en allant au championnat canadien. Puis finalement, ben, j'ai gagné toutes mes courses. Évidemment, l'équipe olympique n'était pas là. C'est sûr que c'est quand même. un peu biaisé, mais honnêtement, j'ai eu du plaisir à le faire. Puis au contraire, j'ai eu vraiment des bons commentaires des gens qui m'entouraient, des gens qui m'ont vu à la compétition, qui eux aussi étaient assez surpris de me voir, mais qui m'ont trouvé, en fait, j'essaie de rechercher les commentaires qu'on m'a dit, là, une espèce de, quand même, tu sais, dans le sens où ils m'ont quand même dit que c'était quand même humble de se présenter là, étant donné les circonstances. Puis, donc voilà, puis, tu sais, je le faisais pour moi, puis aussi pour ce que je représente pour la natation au pays. Je pense que je me devais de faire ça, puis ça m'a toujours fait plaisir d'être là auprès des jeunes aussi. Fait que je pense que c'était un petit peu de mon devoir aussi de me présenter là, puis d'accompagner les plus jeunes aussi, tu sais. Ah, je trouve ça très beau. J'aime vraiment ça, en fait. Deux choses que tu as dit. Premièrement, tu as dit, tu sais, une semaine avant les essais, j'aimais encore mon sport, fait qu'il n'y a pas de raison que je ne l'aime plus après, tu sais. C'est un peu comme ça, moi, que je me sentais quand j'ai fini 4e au jeu aux 500 mètres. Tu sais, j'étais heureux, pas de médaille olympique. J'en ai pas moins qu'hier, là, tu sais, dans le sens que j'ai fini 4e, ça fait mal, mais j'étais heureux il y a un mois, puis j'en avais pas. Fait que pourquoi je serais malheureux le lendemain du résultat? Donc ça, j'aime beaucoup ça. Puis ton histoire d'aller au championnat canadien me fait penser en patin, quand j'étais jeune, là, l'année avant que j'intègre l'équipe nationale, en fait, c'était les Jeux de Vancouver.
Puis là, il y avait la sélection olympique, évidemment, pour les Jeux de Vancouver. Puis un des Canadiens que ça faisait 2 ou 3 Jeux olympiques qui faisait être en fin de carrière. Tu sais, un petit peu, il était plus vieux que toi, mais tu sais, il y avait plus de fait qu'il restait à faire. Puis il ne s'est pas classé. Puis au 1500 mètres. Puis la semaine d'après, il y avait une Coupe Canada, tu sais, pour les meilleurs qui ne sont pas sur l'équipe olympique. Puis il aurait très bien pu juste ne pas patiner, tu sais. Puis il a patiné, puis il a fait son meilleur temps à vie. Tu vois. Puis c'était, moi, comme jeune athlète qui monte, c'était comme une belle preuve de courage, de détermination, de répondre à l'adversité. Tu sais, ça m'avait marqué comme athlète. Hey, c'est pas parce que t'es déçu que tu peux pas aller sur la ligne, tu peux pas montrer que tu t'es entraîné, montrer ton amour pour le sport et performer quand même. Fait que tu as peut-être marqué des jeunes nageuses ou des jeunes nageurs de la même façon que Steven Helm m'avait marqué en 2009 dans mon début de carrière. Ben, ça me touche de savoir qu'il y a d'autres belles histoires comme ça, puis il y a des histoires comme ça qui touchent les jeunes aussi. Mm-hmm. Convaincu. Écoute, j'ai écouté, on en a parlé juste avant d'entrer en ondes ou à l'enregistrement, le balado avec Justine Dufour-Lapointe, Propulsion, qui est parrainé par le Comité olympique canadien. C'est vraiment très, très bien fait, très, très intéressant. Je crois que c'était ta première apparition, si on veut, publique après les essais. C'est bien ça? Oui, exact. Et là, c'est la deuxième, si je ne me trompe pas? Médiatiquement, oui. Oui, hein? Bon. Alors, on est doublement honoré d'être parmi ces chanceux-là. Mais tu parlais, entre autres, que tu étais une personne très réservée dans la vie, que c'est le succès qui t'a permis finalement de prendre confiance en toi. Puis même malgré ces étapes-là, ça a toujours été difficile. J'imagine que ça, c'est quelque chose dont tellement de gens peuvent s'inspirer, comme quoi il n'y a rien comme essayer. Hein? Puis c'est un petit peu ça que tu as fait toute ta vie. Hein? Oui, puis tu sais, on parle de ça, puis je suis encore là dans ce moment, dans un aspect où là, tu sais, je veux dire, je sais qu'il m'en reste moins évidemment, puis que je veux devoir comme me retrouver des choses, un peu essayer d'autres choses. Puis tu sais, je suis beaucoup j'ai pas nécessairement confiance en toutes mes capacités, en toutes mes habiletés, dans ce qui touche les autres choses que la natation, tu sais. Puis on dirait que, fait que même encore à mon âge, même après avoir vécu tout ce que j'ai vécu, avoir le parcours, peu importe, je suis encore dans ces choses-là, tu sais, je travaille beaucoup là-dessus, veux pas. Mais c'est sûr, puis pour des personnes comme ça, je sais pas si je suis la seule à penser comme ça, mais j'ai l'impression que des fois, tu sais, comme notre confiance, justement, se base beaucoup avec nos performances, avec ce que les gens disent autour de nous. Fait que, tu sais, des fois, des petits moments où c'est plus difficile dans ton sport, ben, ta confiance en perd un petit coup. Fait que c'est ça. Tu sais, c'était une des raisons pour mon chemin aussi jusqu'aux nationaux, c'est que, tu sais, peu importe le résultat qui s'est passé avant, ben, tu sais, je travaille sur ma confiance, je me présente quand même à des choses, puis ça change rien à qui je suis, tu sais. On a besoin de rêves aussi. Puis ça, tu le dis tellement souvent, puis c'est les rêves qui t'ont poussé à ça, puis même si tu les atteins pas toujours, là, je reprends tes phrases, là. Mais parce qu'elles m'ont touché aussi. Je trouve ça beau d'avoir cette vision-là des choses. On a le droit de rêver. Tu t'es donné le droit de rêver, toi. Ben, les rêves, là, moi, je suis vraiment une grande... tu sais, les rêves, ben, c'est en fait principalement les rêves, là. Je suis une grande fervente de partager ça, en fait, parce que je suis aussi enseignante dans la vie. Je suis enseignante au primaire. Puis, ça m'est arrivé souvent par le passé d'aller dans des classes, de parler un peu des rêves, des passions, des rêves et des passions auprès des jeunes. Puis, je suis étonnée à savoir combien il y a d'enfants de plus jeunes, en fait, qui n'ont pas de rêve. Puis c'est comme en découvrant ça que ça m'a tellement marqué que, tu sais, je me suis dit, genre, je me suis comme donné une petite mission de, quand moi je rencontre des jeunes, quand je rencontre des gens autour de moi, je veux leur partager comment c'est beau d'avoir des rêves, puis ils se réalisent pas tout le temps, tu sais. Mais c'est important d'en avoir, c'est ce qui nous fait avancer dans la vie, c'est ce qui nous fait essayer des choses, c'est ce qui nous fait découvrir des choses. Puis je trouve qu'il y a trop de gens qui en ont pas nécessairement, puis moi-même, en n'ayant pas réalisé le rêve que j'avais d'aller à mon 4e jeu, tu sais, là, je suis dans le processus de comme me retrouver d'autres rêves. Donc, ça se trouve pas facilement comme ça, mais je trouve que c'est ce qui nous fait avancer dans la vie, c'est ce qui nous fait aspirer à quelque chose, tu sais. C'est ce qui met de la couleur dans ta vie, en fait. Ouais. Sans rêve, c'est comme attendre de mourir, dans le fond, là. Tu sais, c'est... Oh, wow! Bien dit, ça. C'est inquiétant. On dirait que tu sais pas où tu
s'en va, tu sais pas ce qui s'en vient, tout ça. Puis ton rêve, il peut changer avant même d'être réalisé ou pas, tu sais, je suis totalement d'accord avec ça. Puis en fait, juste plus, tu sais, d'essayer des choses, des passions. Il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas nécessairement de passion, ils n'essayent pas d'autres choses. Tu sais, ça va beaucoup avec la confiance aussi. Puis, tu sais, je parle de ça, je pense que c'est pas pour rien parce que moi, je l'ai vécu moi-même, tu sais. Puis je le vis encore, fait que c'est pour ça que je me pousse à en parler aux jeunes parce que je trouve que c'est tellement important. Et d'autant plus que là, on parle de rêve, on parle avec une femme de 31 ans, un gars du même âge, je pense, Laurent, t'as 32. Moi, je viens d'avoir 32, j'ai 32. Toi, t'es pas mal plus vieux. Non, mais sans blague. Puis là, ben, dans les deux cas, j'imagine qu'on vous a déjà parlé de retraite, puis moi, ça me rentre pas dans la tête. Là. C'est comme, ben là, retraite peut-être de ta vie sportive olympique, mais là, c'est jeune en tabarnouche pour prendre une retraite. Mais c'est un terme qui plaît pas, je pense, hein, aux athlètes de haut niveau. Ben, ça moi... excuse, vas-y, Catherine, vas-y. Non, vas-y. Moi, j'allais dire, moi, ça m'irrite toujours parce que, tu sais, tu demanderais pas à un joueur de hockey de la Ligue nationale, le 31, s'il va prendre sa retraite. Tu sais, on se fait demander ça parce que c'est comme si nos sports en valent pas la peine. Tu sais, tu continueras pas jusqu'à 35 ans quand même, mais pourquoi pas? Si ça me tente puis je suis bon, tu sais, mais... Fait que moi, ça m'a toujours un peu irrité parce que c'est ça, mettons... Crosby, il a 37 ans, mais j'ai pas l'impression que ça fait 6 ans qu'on lui demande c'est quand qu'il prend sa retraite. Là, il y a quel âge j'ai ça? Crosby, 37 ans, je pense. Tu sais, c'est... 37, ouais. C'est Djokovic aussi. Là, ça fait pas... Peut-être que là, on lui demande, mais il est vieux, là, mais à 31, on lui demandait pas. Là, fait que moi, ça fait déjà des années que je me fais parler de retraite. Là, les gens pensaient qu'il y avait une chance j'arrête après les derniers jeux. Moi, je me sens jeune, ça va bien. Fait que ça m'a toujours irrité. Je sais pas, toi, Catherine, comment tu vis ça? Là? Ben, moi aussi, c'est un peu dans la même situation. Ça fait plusieurs années qu'on me demande cette question-là. Ben, en fait, moi, ça me remettait en question moi-même. Quand plus on me posait cette question-là, plus je me disais, ben là, il faudrait-tu que je la prenne, la retraite? Je suis trop vieille pour le faire. On dirait que c'est moi, après ça, qui était ébranlée par ce type de questions-là. Alors que, tu sais, dans les faits, je me disais, ben, tu sais, peux-tu la prendre quand je veux? Comme je suis obligée d'avoir cette question-là, je pourrais-tu vous l'annoncer quand je vais le faire, tu sais? Fait que c'est sûr que, tu sais, puis là encore là, on m'en parle encore plus, tout ça. Fait que c'est sûr que, tu sais, c'est des grosses décisions, c'est des grosses... En tout cas, moi, ça me fait beaucoup remettre en question moi-même. Après ça, ouais, ça fait peur, cette question-là, parce que c'est comme si, tu sais, on le sait que notre vie va changer, de se le faire demander, c'est beaucoup. Ouais. Même si on l'annonce en plus à l'avance, on pourrait dire, par exemple, ce sont mes derniers jeux, ça reste que je crois, en tout cas par expérience, pour avoir parlé à plusieurs athlètes, les années qui suivent sont toujours difficiles. Puis je peux prendre quelques instants, expérience personnelle avec Jennifer Isle, dans le cadre d'un pas un congrès, mais d'un événement B210, alors qu'elle parlait aux athlètes là, qui étaient de très haut niveau, de tous ceux qui sont parrainés par ce groupe-là, dirigé par Dominique Gauthier. Puis elle disait, écoute, d'après les Jeux de 2016, je savais que j'allais arrêter à Vancouver en 2010, aux Olympiques, que j'allais faire une autre année pour participer au championnat du monde à Deer Valley, là où j'aime tellement skier. Tout était prêt, ses études terminées ou presque complétées. Puis il y a eu un crash pareil. C'est ce qu'elle a dit par la suite. C'est ce qu'elle disait aux athlètes. Même si j'étais suivi par les meilleurs psychologues puis préparateurs mentaux, j'ai eu un crash pareil. Ça ne doit pas être facile de penser. C'est un deuil à faire. Hein? C'est un deuil du type de vie qu'on a. C'est un deuil de tellement de choses. En fait, c'est ça qui est gros à vivre. Puis ça fait peur. Ça fait peur. Puis moi aussi, j'ai bien beau avoir été être prête, whatever, mes études sont terminées, je veux dire, j'ai autre chose, j'enseigne déjà, j'ai déjà un pied dans la carrière, j'ai déjà eu d'autres opportunités, quoi que ce soit. On m'a toujours dit c'est mieux d'être prête, mais même si je suis prête, ça fait énormément peur, pareil. Je pense pas que... Mais je pense que c'est important de comprendre que, on doit le vivre, là, ce deuil-là, puis on doit se laisser le temps de le vivre, puis c'est inquiétant, là. C'est d'être dans un moment comme ça, de ne pas savoir qu'est-ce qui va s'en venir. C'est ça qui fait peur. Mais t'es inquiète en ce moment? Je veux dire, oui, là, de voir une vie qui change, c'est sûr. C'est sûr. C'est notre passion, hein? C'est notre passion. On a peur de ne pas retrouver quelque chose qu'on va aimer autant, je pense. Ça, c'est vraiment un bon point. Tu sais, je me suis assise avec ma mère l'autre fois, puis j'en discutais, puis j'ai dit, mais jamais je vais retrouver quelque chose que j'ai aimé autant, qui va m'avoir fait vivre autant d'émotions, puis tout ça. Puis
sais, même elle me dit, mais tu sais, elle dit, Catherine, elle dit, c'est pas nécessairement la vie normale de vivre autant de choses avec quelque chose. Fait qu'elle dit, c'est vrai que tu retrouveras jamais ça. Puis on dirait que de jamais retrouver ça, t'es comme, mais comme, qu'est-ce qui va me motiver dans la vie de bord, tu sais? Ouais. Faut se laisser le temps, j'imagine, et vous êtes certainement mieux placé. Vous connaissez plus de gens que moi pour vous faire comprendre ça, mais je pense que c'est très important. Tu parles comme au passé, Catherine. Est-ce que la décision est prise? Ben, pas encore. Là, j'arrive des championnats canadiens. Je vais vraiment me laisser le temps de... Là, je vis mon été comme à chaque année, j'aurais vécu un été, pardon. Ouais, Puis après ça, les décisions viendront. ouais. Je veux dire, j'ai toujours fait du sport, là. Fait que c'est bizarre de se voir, mais je pense que je me dois à moi-même de prendre le temps de setter mes choses, de voir vraiment, de comprendre où j'en suis, qu'est-ce que je vais vivre et tout ça. Donc, je me laisse ce temps-là, puis en fait, je me donne le droit d'avoir ce temps-là. On te le donne certainement, puis on serait bien content Absolument. que tu continues, je pense, personnellement. Dara Torres a fait ça jusqu'à 41 ans, puis a remporté une médaille olympique en plus. Alors, hein? Mhm. Ben, tu sais, quand on regarde les temps que je faisais il y a quelques mois, là, quelques mois à peine, Oui. auraient été encore de ce niveau-là. Tu sais, je veux dire, c'est que c'est la qualification olympique que j'ai sous-performé, en fin de compte. Tu sais, c'est juste, c'est ça. Et pour des raisons de santé, c'est ce qu'on comprend maintenant, là Ben, aussi. en fait, il y a probablement plusieurs choses, parce que côté santé, ça n'allait pas, mais côté mental, j'allais pas bien non plus, tu sais. Non plus, hein? Ouais. Les 12 mois, 12 semaines seulement, changement d'entraîneur, changement de lieu d'entraînement, c'est... Tu sais, ça avait commencé bien avant, là. En fait, je Ben ouais. remontais la pente. Après être venue à Québec, côté mental, ça remontait la pente, tu sais. Fait que, OK, ça a été bon pour toi de voir Marc-André Pelletier comme entraîneur, comme ouais, dans le temps, là, si on veut. ouais. Un retour aux sources pour toi. De retrouver ma famille aussi, tu sais, ça faisait comme... En fait, j'ai Ouais. réalisé que tu sais, ça faisait 10 ans que j'habitais vraiment seule. Puis, tu sais, mes frères, j'ai un de mes frères qui a des enfants, etc. J'y connaissais pas. En fait, j'ai réalisé que je les connaissais pas. Puis, tu sais, juste de revenir à Québec, là, étant donné que j'avais encore un pied à terre à payer à Montréal, j'ai habité avec ma mère pendant ces semaines-là, dans mes semaines de transition, évidemment. Euh, donc, tu sais, juste d'arriver le soir, d'avoir comme une présence un peu, ça m'a fait tellement du bien d'avoir ma mère avec moi. Ensuite, de voir les filles de mon frère, ça m'a fait, j'ai voyagé toutes les semaines, ça m'a tellement fait de bonheur, là, ces moments-là, c'est sûr que ça a été positif. Et Laurent, ça doit te parler, ça, en tant que père de famille à la maison, qui Ouais. s'entraîne à la maison. Ouais, moi, personnellement, j'ai toujours cru que un athlète heureux, c'était un athlète qui allait performer par rapport à un. Tu sais, toutes choses étant égales, là, on s'entend que tu es bien heureux et tu t'entraînes jamais, c'est pas ça que je veux dire. mais tu sais, d'être heureux, vraiment, d'être bien dans son Ouais. corps, bien dans sa tête, arriver sur la ligne de départ dans des conditions où tu es bien, tu es heureux, tu es en paix avec toi-même, une relation positive avec ton sport, bien entouré, c'est des conditions gagnantes. Là, tu sais, juste de. Moi, je peux pas imaginer. C'est sûr que moi, c'est mes enfants, c'est encore plus proche que t'es une tante, là, mais tu sais, je veux dire, même ça, là, je veux dire, je vois mes. Maintenant, en fait, je suis un oncle maintenant aussi. Ma soeur a une Ah! fille, puis je veux dire, Ouais. depuis 6 mois, puis je veux dire, je pourrais pas imaginer nécessairement être loin longtemps de mes enfants ou même de ma nièce. Là. C'est bon, ça. Moi, une belle nouvelle aussi que j'ai vue passer en juin, après tout ça, puis avant les Jeux, mais tu as été en Grèce en collaboration avec le Comité olympique canadien et l'Académie internationale olympique, suivre une formation sur la vision et l'appartenance aux valeurs olympiques. Écoute, j'étais très étonné et très heureux pour toi. Ça s'est passé rapidement, j'imagine. Ben en fait, comment ça s'est passé, c'est Oui, que à chaque année, il y a une édition avec le Comité international olympique qui font une espèce un peu un séminaire. oui, Je vous explique un peu comment c'était, c'est que le matin, on a des conférences un peu sur différents sujets qui touchent les Olympiques. Donc, et paralympiques aussi, le sport en fait, vraiment le sport, les valeurs olympiques. Puis ensuite, l'après-midi, on est en une espèce d'équipe de travail, puis on répond à des questions avec des discussions, différentes choses comme ça, puis on doit s'en venir à un consensus pour essayer de répondre à la question du mieux qu'on peut. Puis
après ça, on les présente aussi. Donc, c'est comme un peu un espèce de séminaire de partage aussi. On a rencontré des gens de partout dans le monde. Puis, à chaque année, le Comité olympique canadien choisit 2 représentants pour y aller. Puis, en fait, on m'avait déjà parlé de ça il y a quelques oui, hein? Okay. On avait déjà parlé de cette opportunité-là, je pense, si je me trompe pas, il me semble même peut-être en 2016 ou 2020, peut-être 2020 qu'on m'avait parlé de ça, puis on m'avait dit tu serais une bonne candidate parce que c'est en étant enseignante et athlète. Le partage des valeurs, j'ai fait beaucoup auprès des jeunes, etc. Donc, on m'avait suggéré que je serais une bonne candidate. Puis, cette année, ils ont envoyé les formulaires de candidature, en janvier, février à peu près. Puis là, quand j'ai vu que c'était 30 ans et moins, j'ai fait comme « Oh, c'est ma dernière année pour y participer ». Donc là, j'avais envoyé ma candidature. J'avais été acceptée. Puis, j'avais parlé au Comité olympique canadien et au Comité international. Puis, je leur avais fait comprendre que si je me classais pour les Jeux, dans le fond, je pourrais malheureusement pas y aller. Ils avaient même accepté comment on dit ça, de m'accorder jusqu'à l'année prochaine pour y aller si jamais je faisais les Jeux. Donc, ils ont été vraiment ouverts. Ils ont bien aimé ma candidature, etc. J'avais écrit un texte et tout. Puis, fait que c'est ça. Fait qu'en fin de compte, ils m'avaient laissé jusqu'aux essais olympiques pour confirmer si j'y allais ou pas. Donc, après les essais olympiques, étant donné les circonstances, j'ai dit, je me lance, j'y vais. Puis, je suis allée vivre cette expérience-là. J'ai bien aimé. Bon. Ouais, t'as aimé ça? Ouais. Tu reviens avec un diplôme, ça va te servir à quoi? En fait, on a encore un travail à faire. On a jusqu'en octobre. On avait un peu des tâches ciblées. Puis, au travers de ça, on doit faire des comptes rendus, etc., pour remettre au comité olympique. Donc, je vais me mettre là-dessus dès septembre. Moi, pour ma part, j'ai pensé probablement soit avec des élèves, soit avec des nageurs de la future génération, en fait, l'espèce de partage des valeurs olympiques qui sont, moi, genre, dans le sens où l'inclusion, le dépassement du sport, toutes les valeurs qui entourent l'olympisme, c'est quelque chose qui me rejoint, puis quelque chose que j'aimerais apporter auprès des jeunes, mais pas dans un sens de gagner, là, vraiment plus dans un sens de dépassement, d'avoir des rêves, etc. Donc, je vais probablement bâtir quelque chose autour de ça. Vraiment intéressant. Puis même, je trouve que ça te rejoint tellement parce que tu parles tellement toujours avec ton cœur. Dans les succès comme dans les moins bons moments, tu as toujours été d'une franchise incroyable. Et puis de savoir en plus que tu es enseignante, de partager ça avec les jeunes. Moi, je te vois dans un rôle comme ça dans les prochaines années, pour les années à venir. Je suis convaincu qu'on te reverra. Si ce n'est pas sur le bord de la piscine, ce sera quelque part dans des séminaires. Je pense que c'est assez évident, là. J'imagine que c'est un rôle qui te plairait aussi. Oui, oui, totalement, vraiment. Ça me rejoint beaucoup sur différentes facettes. Puis je sais que le Comité olympique canadien a aussi des programmes auprès des écoles aussi. Donc, ça, c'est éventuellement peut-être des choses que j'aimerais m'impliquer un peu plus, mais c'est vraiment assez à voir, là. J'ai pas encore exploré toutes les options, mais oui, c'est sûr que ça m'intéresserait. Ça me touche et ça répond beaucoup à mes valeurs d'espèce de partage auprès des jeunes, surtout auprès de qui que ce soit, ça me rejoint. Je partage à 100% ce que tu dis, Catherine. Moi aussi, moi, c'est pas moi qui est prof, c'est mon épouse qui est enseignante au primaire aussi. Fait que je vis ça aussi. Puis à toutes les années, je vais voir les élèves dans ces classes, puis je donne des petites conférences. Puis moi aussi, je trouve ça tellement important de faire rêver les jeunes, de les aider à trouver leur passion. Puis moi, c'est ça mon message quand je vais les voir. C'est pas, je vais pas là en ambassadeur du patin de vitesse, là, je vais là en ambassadeur de trouve-toi une passion puis rêve, puis ça peut être moi je connais rien en art mais ça peut être quelque chose d'artistique, ça peut être de la musique, ça peut être les maths, ça peut être du patin, ça peut être de la nage, ça peut être n'importe quoi, là, puis l'important c'est pas c'est quoi, c'est de trouver quelque chose qu'on aime réellement parce que ça peut nous mener à des places qu'on n'aurait pas pu rêver aller quand on était plus jeune, puis d'avoir une histoire qui est remplie de hauts et de bas, mais au final qui est notre histoire à nous, puis comme tu dis, on est tellement chanceux de vivre ça, comme ta mère te disait, c'est pas normal d'avoir tant d'émotions, puis on est privilégié d'avoir l'histoire qu'on a eue, mais on l'a eu parce qu'on rêvait quand on était jeune, puis de voir des jeunes qui n'ont pas cette chance-là ou qui ne sont pas amenés à rêver comme ça, c'est triste. Fait que je
as toute mon admiration de faire ça. Je trouve que c'est une cause, la cause la plus noble que tu pourrais avoir. Merci. Puis elle est enseignante en quelle année? En maternelle, c'est vraiment au primaire, mais elle est en maternelle. Ouais. Ah ben oui, mais fait qu'on a le même diplôme, elle et moi, là. Oui, exact. C'est vrai. Ouais. Wow! Alors, je me dis que tu allais vous parler peut-être éventuellement. Ben oui, j'imagine qu'elle aussi, en fait, elle aime ça quand je viens parce que justement, je l'ai fait rêver, mais oui, en effet, elle pourrait faire quelque chose avec toi. Là. Hey, je vous vois les deux ensemble, là, les trois ensemble. Là. Ici, on va apprendre à nager, patiner. Mais qu'est-ce que j'allais dire? Ah mon Dieu, j'ai perdu mon idée. C'est ça, j'allais dire. J'ai l'impression aussi que, tu sais, je pense que les deux, on a un parcours qui a vécu des hauts et des bas. Puis je trouve que ça rend le parcours de ce rêve-là, d'atteindre ce rêve-là encore plus accessible auprès des jeunes. J'ai l'impression que, par exemple, tu sais, mon parcours, moi, j'ai commencé assez tard, tu sais, je veux dire, j'ai commencé à m'entraîner sérieusement, j'avais 14 ans, etc. Donc, tu sais, il est jamais trop tard pour le faire. Moi, je viens pas d'une famille où il y a des athlètes, je viens de Pont-Rouge, je mesure 5 et 5 comparé aux filles qui mesurent 6 et 4. Fait que, tu sais, il y a plusieurs aspects, je trouve, je pense que pour le tien aussi, là, de nos parcours qui font que ça rend le tout un peu plus accessible auprès des jeunes. Puis ça, je trouve que... En tout cas, je me plais à partager mon parcours juste pour ça. Juste parce que j'ai l'impression que pour des jeunes qui regardent ça, par exemple, de voir quelqu'un qui était jeune, qui a des parents olympiens, qui a commencé à faire son sport, qui est devenu médaillé, j'ai l'impression que ça, c'est incroyable. On est tous fans de ça. Mais est-ce que c'est hyper accessible pour les enfants? Je le sais pas. Alors qu'un parcours qui est un peu plus en montagne russe ou qui a commencé sur le tard ou qui a eu des situations d'échec comme toi avec les jeux, je pense que ça rend ça encore plus accessible pour des plus jeunes. Je suis bien d'accord. Tu sais, je veux dire, l'athlète qui nous fait rêver, c'est Summer McIntosh, mais qui va faire les Jeux à 14 ans, puis elle finit quoi, 4e à 14 ans aux Olympiques? Tu sais, c'est comme... Ouais. C'est pas normal. Là, tu sais, oui, on encourage le monde. Tu sais, c'est exceptionnel, c'est la meilleure, mais le parcours... Oui, c'est ça, exact. Mais le parcours des jeunes n'aura pas l'air de ça. Tu sais, ça va être des hauts et des bas. Il faut apprendre. C'est ça que j'essaie d'apprendre à ma fille. En fait, moi... c'est habitué à ce que je gagne les médailles dans les dernières années, mais j'essaie d'y expliquer que, tu sais, il fut un temps où j'avais de la misère à gagner une médaille par année en Coupe du Monde, tu sais. Puis là, elle est née quand j'ai commencé à en gagner quasiment toutes les courses, mais puis là, quand je finis 5e, elle me dit que je suis pourri, mais j'ai dit, ça, c'est plus normal de finir 5e que 2, puis c'est plus normal de finir 20e que premier, là, tu sais, mais... C'est normal, ça a l'air que ça dépend des courses, mais c'est ça, je pense que ça rend le tout plus facile de s'identifier à quelqu'un plutôt que... Tu sais, on est tous fans là, du parcours de Summer. Là. On y oui, c'est sûr. Là. On est tous fans de des parcours comme ça. Mais est-ce qu'on est capable... En tout cas, moi, je pense à l'adolescence, j'aurais pas été capable de m'identifier à une personne comme ça parce que jamais j'aurais cru possible. Tu sais, je veux dire, j'ai commencé à m'entraîner quand elle était déjà 4e au jeu. Là. Probablement qu'une athlète qui est très bonne déjà à jeune âge, qui voit Summer se dit voici ce que je dois faire, voici l'exemple à suivre parce que moi aussi je vais être Summer McIntosh. Mais probablement qu'un enfant, une nageuse ou un autre sport qui n'est pas encore au sommet à son âge, là te voit, entend ton histoire, par exemple. Ça change tout. Là. Ou qui n'a même pas encore commencé. Là. Même pas encore commencé. Tu sais, je veux dire, moi, au primaire, j'avais pas encore commencé. Là. Fait que il n'y a pas de... Tu peux atteindre ce niveau-là ou atteindre tes rêves. C'est pas obligé d'être ce niveau-là, en fait. Là. On parle comme si c'était la médaille olympique était l'exploit en soi. Là. Mais peu importe, le rêve, c'est pas trop tard de le faire. Puis voilà. Donc. Oui. Non, je trouve ça très, très juste et très, très à propos. Et c'est certainement un passage qu'on va retenir de ta présence avec nous. Écoute, j'aimerais finir sur une bonne note parce que je sais très bien que tu ne vas pas nous annoncer quoi que ce soit aujourd'hui parce que c'est pas encore ça. Mais à travers tes belles années. Parce que c'est ça. Mais à travers tes grandes années jusqu'à aujourd'hui, as-tu un événement en particulier dont tu vas te rappeler toute ta vie, comme quoi tu n'as jamais été aussi fier de toi, peut-être? Ben... Ça peut être aux Jeux du Québec. c'est ça. Je pense que il y a quand même... tu sais, je pense que mon parcours, j'ai eu longtemps de la difficulté à être fière de mon parcours parce que, justement, je me comparais à aux athlètes qui ont encore plus de médailles, aux athlètes qui ont encore plus un grand parcours. J'ai l'impression que je n'étais jamais fière de mon parcours. Je commence à être plus dans l'analyse de comme, tout ce que j'ai réalisé.
c'est incroyable, puis je devrais en être fière, tu sais. Fait que j'ai l'impression que je suis dans ce travail de... Je me dois d'être fière de moi-même, tu sais, de ce que j'ai réalisé. Fait que tout mon parcours, c'est sûr que j'en suis fière. Un moment précis dont je suis le plus fière, je crois que... je sais pas si... Peut-être, Marc, tu vas t'en rappeler, au qualif olympique en 2016, j'avais raté ma qualification au papillon. Ouais. Papillon qui était ma discipline de prédilection depuis toujours, que j'avais le record canadien, que je faisais juste de ça. En fait, j'étais vraiment Oui, une papillonneuse. sur ça. Et puis, que 24 heures après, en fait, ça a été une des plus grandes peines, une des plus grands stress de ma carrière. Puis que 24 heures après, je me qualifie pour le relais 4x200 mètres crawl, qui j'avais jamais fait en compétition. Donc, je m'étais jamais vraiment entraînée pour ça. Donc, c'est juste ce processus-là d'avoir été capable de surmonter cette peine-là pour être capable de recompétitionner 24 heures après. L'espèce de résilience, puis après ça, d'aller aux Jeux olympiques dans un relais où j'étais plus comme... Ça dépend pas de moi, ça dépend de 4 autres filles. J'étais un peu plus perdue à cette époque-là. Puis finalement, on a gagné une médaille à cette épreuve-là, mais c'est loin d'être la médaille. Je pense que je vais me rappeler toute ma vie. C'est vraiment plus l'espèce de résilience que j'ai fait, dont j'ai fait preuve dans cette espèce de... dans cette semaine-là. Puis j'ai juste réalisé comment... C'est là que j'ai réalisé dans ma carrière que le mental faisait une énorme différence. Puis d'être capable de rebondir après un échec, c'est difficile. C'est très, très difficile. Puis je l'ai réussi à ce moment-là. Puis il y a tellement de fois où je ne l'ai pas réussi, là. Tellement de fois. Donc, je pense que ce moment-là que je me suis le plus impressionnée, c'est là. C'est beau, ça. Ouais, puis c'est des messages comme ça que les jeunes ont besoin d'entendre parce que c'est comme ça qu'on disait, tu sais, ils gagneront pas à chaque course, ils réussiront pas à chaque défi auquel ils vont faire face, mais la fois où ils vont faire preuve de cette résilience-là, c'est un moment marquant dans une vie. Puis il faut l'essayer. Hein. Si tu abandonnes à toutes les fois que c'est difficile, tu ne l'auras jamais ce moment-là. Ouais. Et je me rappelle très... Oui, vas-y. J'ai abandonné après le 100 mètres papillon. En fait, c'est que j'avais vraiment sous-performé. Je m'étais tellement mis de pression envers moi-même. Puis j'étais derrière le bloc de départ. Puis je me rappelle très bien, là. J'étais derrière le bloc de départ. Puis j'avais même pas hâte de nager. J'avais juste peur de perdre. Fait que j'étais là. Puis j'étais comme, je vais perdre, ils vont me battre. Là. Si je perds, ma carrière est finie, tout ça. Puis je me rappelle, c'était Claude Saint-Jean à l'époque, mon entraîneur. Puis après cette course-là, on a pleuré ensemble. Il a pleuré avec moi. Puis il a dit, je t'ai inscrit aux 200 mètres libres dans 2 jours après. Il dit, il arrivera ce qui arrivera, mais je veux pas que tu regrettes rien dans la vie. Fait que tu vas aller là, tu vas faire tout ce qui te reste, tu vas donner tout ce qui te reste. Il arrivera ce qui arrivera, mais tu n'auras pas de regrets. Puis je me rappelle même encore, après cette course-là, que je me suis qualifiée en fin de compte, mais tu sais, j'ai été dans une phase où je me disais, mais pourquoi la vie arrive comme ça? Tu sais, pourquoi la vie arrive pas de la façon dont je le veux? Tu sais, pourquoi je me suis pas classée au 100 mètres papillon? Puis après ça, je m'en allais dans une épreuve qu'à l'époque, j'aimais pas encore. Tu sais, j'avais pas appris à l'aimer. Fait que là, je me disais, je m'en vais aux Jeux olympiques dans une épreuve que je veux pas. J'avais beaucoup comme de rancune un peu. Puis Claude m'avait pris à un moment donné, puis il m'a dit, là, il dit, tu vas comprendre un jour pourquoi la vie est comme ça. Il m'avait juste dit ça, tu sais, Claude était très... Oh, oui. En fin de compte, c'est à lui à qui j'ai parlé tout de suite après cette médaille-là. Puis la première chose qu'il m'a dit, puis ça, c'est une des choses que je vais me rappeler tout le temps, il m'a dit, je pense que tu viens de comprendre pourquoi la vie était comme ça. Ouf. Parce qu'en fait, si j'avais fait le 100 mètres papillon, j'en aurais jamais eu de médaille olympique. Tu n'aurais jamais été au jeu à ce moment-là, c'est ça, effectivement. Non. Puis, et je pourrais même ajouter à ça que ça, c'était devant des caméras parce que tu participais à une télé-réalité, une espèce de télé-réalité, Je rêve à Rio, qui n'a jamais été reproduite par la suite. Tu étais l'une des vedettes. C'est un des moments marquants parce que si j'ai pleuré avec Claude, on l'a vu à la télévision à ce moment-là. Oui. Puis, un petit scoop, on va le revoir bientôt parce qu'il était là aux Essais olympiques aussi. Fait que... Ah oui? Oh, il y a une suite. Mais, en fait, il était là. En effet, on a fait un reportage sur le processus de ma qualification envers mes 4e Jeux. Donc, il était là aussi pour tout filmer. Ça
paraîtra pas tout de suite parce qu'étant donné que je me suis pas qualifiée au jeu et tout ça, mais on va vivre peut-être un peu ces émotions-là encore. J'imagine. Ah, mon Dieu, ça va être touchant, ça. Ça me rappelle que j'ai fait des reportages avec Laurent aussi, qui n'a jamais été en onde. Non, exact. Avant mes premiers jeux qui n'ont pas été mes premiers jeux, finalement. C'est ça, ouais. Ah oui, avec la famille. Non, mais je les ai encore, mais ils n'avaient pas été qualifiés. Ils l'ont jamais. Tu sais, c'était comme Laurent Dubreuil va faire ses premiers jeux s'il me suivait pendant l'été, puis finalement, je me suis pas classé. Fait que ça a jamais paru nulle part. Marc a travaillé dans le vide pour rien. Non, je l'ai, ce reportage-là, il est quelque part. On le présentera en primaire. De vivre toutes ces émotions-là devant la caméra, là. Ben oui. Ouais, effectivement. Mais peut-être que dans le fond, le mien, il paraîtra pas non plus, on sait pas. non, c'est sûr que ça va paraître. Mais non, mais c'est important de montrer ces histoires-là aussi. C'est pas juste des succès, le sport. Tu sais, c'est difficile pour comme toi, tu dis, on échoue plus souvent qu'on réussit, là, à moins d'être Summer McIntosh. Là. Moi, je vise la victoire tout le temps, puis je gagne rarement. Là. Fait que c'est normal, puis d'apprendre à vivre, de dealer avec ça, d'apprendre à gérer ces émotions-là, gérer la défaite, c'est quasiment notre plus grand atout dans la vie des athlètes, parce qu'on est capable de faire ça. On est habitué d'échouer, puis c'est pas parce qu'on se prépare pas pour réussir. Là. Mm-hmm. Non, totalement. Puis chaque athlète en a, là, on a tous des parcours différents, mais chaque athlète en a des moments un peu plus difficiles. Puis j'ai l'impression que quand on en parle de ces moments-là, quand moi je vois une performance à la télévision, puis que je vois un peu leur parcours après, des athlètes qui sont aux Olympiques en ce moment, ça me touche vraiment plus de parce qu'ils ont vécu que du résultat qu'ils ont eu à Paris. Là. Le parcours qui est important, c'est pas tellement le résultat quand on y pense. Ah, quand on y pense, oui. Puis malheureusement, je pense qu'on parle... Ben là, on commence honnêtement à en parler de plus en plus des parcours. Puis je trouve ça, en fait, fascinant parce que tellement... Je trouve que ça montre aussi que pour arriver aux Olympiques, on va dire que c'est un but commun, mettons, d'arriver aux Olympiques. Il y a eu tellement de types de parcours différents que je trouve que c'est beau à voir, là. Tellement. Moi, c'est ça que ma mère me disait quand j'étais jeune. Elle me disait, tu vas voir quand tu vas être plus vieux, Laurent, parce que moi, mes parents ont été des athlètes, j'ai ça de différent de toi, Catherine. Là. Moi, en effet, mes deux parents olympiens, c'est sûr que c'est pas une histoire que je peux nécessairement relate avec les gens, mais il y a autre chose. Ma mère me disait, c'est ça, il y a autre chose, j'ai des échecs en masse quand même, mais ma mère me disait, tu vas voir quand tu vas arrêter, Laurent, là, ce qui reste, c'est pas le nombre de médailles, c'est les émotions que ça t'a fait vivre, c'est les amis que tu t'es fait, c'est les souvenirs que tu as. Puis quand j'étais jeune, je disais, maman, tu dis ça parce que tu n'en as pas gagné ben de médailles, tu es un peu loser. Mais maintenant, mais c'est ça que j'ai dit. Dans ma tête, c'est ça que j'ai pensé. Puis j'ai probablement dit, ben, tu vas voir, Laurent, à un moment donné, tu vas comprendre. Puis je suis 100% d'accord maintenant. Tu sais, une médaille de plus ou de moins, un Olympique de plus ou de moins, au final, quand tu y repenses, tu as vécu tellement des grandes choses, puis des beaux moments. Puis je suis 100% d'accord avec elle. Puis je n'échangerais plus de médailles de plus contre ces souvenirs-là. Là. Ah, c'est fou comment on le réalise sur le tard, ces réalisations-là. Parce qu'on a tous déjà été dans une période où on était tellement pas contents après nos résultats qu'on voyait rien de beau, là, tu sais. Ouais. C'est bon, ça. Moi, j'ai le souvenir d'une performance, en tout cas d'une médaille, là, parce qu'on parle d'autre chose que des médailles, mais au Jeu du Commonwealth en 2014, c'était où donc? C'est à Londres? Glasgow. Glasgow. Alors, les Jeux du Commonwealth à Glasgow, c'est moi qui est sur le bord de la piscine. Tu gagnes le 100 mètres. Ta réaction, je l'aurais toute ma vie. Là, écoute, je pense que c'est la seule fois de ma vie que j'ai pleuré sur une ligne de côté. Pas les lignes de côté, mais dans le box. Parce que j'étais tellement content pour toi. Savard might get there. O'Connor, Savard. Oh, Mighty Canada win another gold medal. Ça a été côté médaille, je pense que c'est une de mes médailles préférées juste parce que de tout ce qui venait avec, là, etc. En quoi ces jeux-là ont été importants pour toi? Puis en quoi c'est important, selon toi, pour le sport? Une expérience de jeu est une expérience de plus qu'on ne vit pas à toutes les années. Dans le sens où... parce que si on compare, par exemple, aux Jeux olympiques, c'est quand même assez similaire dans le sens où on vit dans un village, on mange dans des cafétérias avec des athlètes de partout dans le monde, ou bien dans ce cas-là, de tous les pays du Commonwealth. On côtoie tous les sports. C'est des expériences qui nous préparent vraiment bien aux plus grands jeux qui sont les Jeux olympiques, évidemment. Je pense que ça a été le début de carrière de plusieurs athlètes aussi. Tu sais, quand on regarde des Patty, je pense qu'ils ont commencé dans les Commonwealth, comme ça. Fait que ça a été une espèce de pied d'entrée international pour plusieurs athlètes. Ça a été le mien, en quelque sorte, aussi. Moi, j'espère que ça va continuer parce que pour ma part, c'est une expérience que j'ai adoré. Et juste pour ça, y a-t-il un sport en particulier que tu as hâte de voir, là?
La nage synchro, là, Jacqueline, les Canadiennes, moi, j'ai vraiment hâte de voir ça. Jacqueline, je la connais très bien, je la suis. Puis je l'ai suivie dans les dernières semaines aussi. Fait que j'ai vraiment hâte de la voir aller. Effectivement. Ouais. Écoute, ça a été vraiment un plaisir, un honneur, un privilège, je dois le dire encore une fois, parce que, évidemment, c'est ça. Il n'y a pas eu tant de disponibilité de ta part, et tu as bien fait, en fait. Puis on aurait respecté un non, mais on a eu un oui, puis on est très, très fiers, Laurent et moi, d'avoir pu t'accueillir. C'est rafraîchissant de te parler puis de t'entendre. C'est tellement inspirant. Je vais faire plein de petits teasers là, pour les Instagram, le petit moment. Là, ça va être, je pense, des bons moments qui vont être partagés par plein de monde. Merci à vous de m'avoir reçu. Merci beaucoup. Puis on te souhaite de continuer à faire rêver les jeunes aussi longtemps que tu en as envie. Merci, c'est super gentil. On t'aime pour la vie, puis dis jamais ex-olympienne, hein? Ça se dit pas en passant. OK, c'est bon. Ça se dit pas, on dit pas ça. Fait que je changerai pas mon statut Instagram, là, ex... Oublie ça, ça se dit pas. Bon. Merci beaucoup. Merci tout le monde de nous avoir écoutés. Merci à notre partenaire, évidemment, Chrono Aviation. Puis on se retrouve encore une fois pour d'autres balados à venir. Merci Laurent, encore une fois. Merci Marc. Merci Catherine. Ça a été un plaisir. Au revoir.